Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Donc la Ligue 1 a repris et donc ce week-end c'était la deuxième journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Metz après sa difficile première journée à domicile contre Lyon où on s'est fait exploser 3-0 en toute logique, hein, à part le magnifique fait de jeu avec Fabregas, voilà, le score reflétait assez bien la rencontre. Et là, ce week-end, il fallait réagir. Donc on avait un objectif simple qui était de ramener les 3 points de Metz. Parce que Monaco se doit de ne pas être largué en ce début de championnat. Et c'était censé être une équipe abordable, un promu. Et on avait quelques recrues. On va voir que le groupe avait un peu été modifié par rapport à la première journée. Voilà, on a eu des recrues importantes, on a eu des retours importants. Voilà, Onyekuru qui est arrivé, Ben Yedder qui est arrivé, et Keita Baldé qui revenait de son absence de vacances. Voilà. Donc voilà, on avait un groupe plutôt bon, on avait un objectif important qui était les 3 points, et tout était faisable, avec un groupe qui paraissait correct. Voilà. Et manque de bol, tout a basculé à... Allez, 3 quarts d'heure avant le coup d'envoi de la rencontre. Vous allez voir, vous connaissez le résultat, on s'est fait défoncer 3-0, et il y a eu plein de faits de match qui ont été en notre défaveur, avec des situations rocambolesques. Mais vous allez voir que tout a commencé très très tôt, avec l'absence de Falcao et l'absence de Benjamin Henrich. Voilà. Donc ça a été tout de suite le premier coup de massue. Voilà, on nous dit qu'ils sont blessés. S'ils étaient blessés, pourquoi ils étaient dans le groupe? Notamment Falcao. On nous dit que c'est une blessure à l'entraînement. Donc ça veut dire qu'ils l'ont emmené blessé. Et Henrich, je ne sais plus. C'était aussi une blessure, je ne sais plus où. Voilà, donc Henrich, je peux à peu près avaler la pilule. Mais Falcao, je ne comprends pas. Il est en partance. Je pense que son agent est en train de le mettre dans du formol. Et il est en train de nous faire le coup des années précédentes avec le fait de devoir le protéger pour un éventuel transfert. Là, pour le coup, c'est pas une Copa América, c'est un transfert. Voilà, donc je pense que Falcao n'a rien du tout et qu'il est en partance. Voilà. Donc voilà, donc on va résumer le match, on va rentrer un petit peu dans les détails du match et puis on va discuter un petit peu de ce marasme, ce nouveau marasme. Bien, donc comme je vous ai dit, le groupe était très bon jusqu'à 1 heure avant le coup d'envoi, puisque Falcao et Henrich sont sortis du groupe. Donc là, c'était un premier handicap, parce que je vous rappelle que Ben Yedder est arrivé. On avait envie de... j'ai l'impression que le projet du Mercato est de reconstruire une équipe en 4-4-2. Et là, sans Falcao, avec uniquement Ben Yedder, voilà, c'était pas possible. Et donc à la composition, on a vu que Jardim repartait sur le même schéma, avec un... Alors c'était pas vraiment un 4-2-3-1. J'ai vu qu'au niveau du coup d'envoi, on avait plus un 4-3-3, avec un Golovin, un Jemerson et un Bosquilla à peu près sur la même ligne. Mais on se retrouvait quand même avec une pointe devant, qui était Ben Yedder, et toujours les mêmes sur les côtés. Donc on va reprendre l'équipe rapidement. Le compte dans les buts. Défense centrale, il y avait encore un changement. Badiachil qui rentrait à la place de Panzo à côté de Glick. Les latéraux, Aguilar à droite et Ballo-Touré à gauche. Les 3 milieux, comme je vous ai dit, Bosquilla, Jemerson, Golovin. Et devant, Gelson Martins à droite. À gauche, Onyekuru, le nouveau venu. Et devant, Ben Yedder, voilà, tout seul. Et ça, c'était un vrai problème, parce que Ben Yedder tout seul, Ben Yedder
isoler devant, c'est pas une bonne chose, comme ça ne l'est pas pour Falcao et comme ça ne le sera jamais pour nos attaquants dans ce système de Jardim. Voilà, donc la composition était comme ça. Et au coup d'envoi, ben, très très vite, on a vu que on avait le ballon, mais Metz avait beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de hargne. Et très vite, on concède une occasion à la 4e minute, hein, Diallo face à Lecomte, voilà, qui rentre dans la surface, qui essaye de dribbler Lecomte. Et un peu excentré, Diallo n'arrive pas à la remettre dans le but, car Badiachil il était sur la ligne et récupère le ballon avec une aile de pigeon. Donc première occasion Messine. Et à la 9e minute, première boulette de Glick, voilà, qui tacle dans la surface avec les mains. Voilà, Glick, on va en reparler, mais voilà, un tacle absolument pas pensé, un tacle absolument ignoble, qui fait qu'il a les deux mains en avant, le ballon tape les mains, et forcément, la magie du VAR, qui appelle 3 heures après l'arbitre pour lui dire oui, oui, effectivement, il y a main. Donc forcément, main dans la surface, penalty transformé par le Messin, 1-0. Et là, ça commence mal, ça commence très très mal. Quand vous prenez un but rapidement sur un penalty on va dire qui est logique, hein. Moi je me souviens de Ricardo Carvalho qui défendait les mains dans le dos, ça serait bien que Glick pense à faire ça de temps en temps, hein, parce que il n'est pas que bourrin dans les relances, il peut être aussi bourrin dans les tacles, et dans la surface ça pardonne pas. Bref, à la 33e minute, le tournant du match, voilà, 33e minute. Belle offensive de Monaco, avec Onyekuru qui est très percutant et qui se fait faucher dans la surface de réparation, et bien fauché. Et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Il n'y a même pas d'appel de vidéo, rien. Le jeu continue. Alors peut-être que lui a vu une simulation en temps réel. Et alors qu'il n'y avait pas de simulation, sur les ralentis, on a vu qu'il y avait un véritable coup sur le joueur. Et dans la foulée, contre-attaque Messine, Aguilar fait un tacle assassin sur un Messin, et carton rouge. Voilà, carton rouge, donc voilà, le match est plié. Il n'y a pas de discussion, le tacle est méchant. C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il pleut beaucoup, que la pelouse est glissante et que son tacle prend de la vitesse, et là il le démonte. Et le rouge est logique, mais ce qui n'est pas logique, c'est la faute 20 secondes avant sur Onyekuru, qui n'est même pas rappelé par le CAR. Voilà, donc on s'est fait enfler la semaine d'avant sur une faute, sur une petite faute de Fabregas qui prend un rouge, et ce soir ça recommence. Un penalty pas sifflé, pas revu par la vidéo pour Monaco, et derrière on se prend un carton rouge sur une contre-attaque et un tacle non maîtrisé. Voilà, donc 1-0 pour Metz, Monaco réduit à 10. Je peux vous dire que dans ces moments-là, en plus vu l'état d'esprit de Monaco en ce moment et vu l'état du jeu de Monaco actuellement, c'est plié, le match est terminé et on ne reviendra pas. Voilà, donc la semaine dernière, le match est plié au bout d'une demi-heure. Ce soir, il est plié au bout d'une demi-heure. Et c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Donc à la 39e minute, on a Lecomte qui continue de faire des arrêts comme il peut sur Delaine, le Messin. Et juste avant la mi-temps, on a Boulaya qui rate le break en tirant au-dessus de la cage de Benjamin Lecomte. Voilà, donc la mi-temps arrive, on est à 10, on a pris un rouge, on n'arrive plus à jouer. Déjà qu'à 11, on a du mal, mais à 10, on n'y arrive plus et on a pris un coup derrière la tête. Et Jardim fait pas beaucoup de changements, il en fait même pas du tout, il redescend un petit peu de Gelson sur le côté droit défensif. Et on reprend la deuxième mi-temps, comme on a terminé la première, sauf que la deuxième mi-temps va être catastrophique. Ça va être occasion sur occasion pour le FC Metz. Monaco a totalement explosé, physiquement, tactiquement, moralement, enfin tout. Il n'y a plus de Monaco. Et donc Metz en profite. À la 48e minute, on a Lecomte qui fait un super arrêt sur une frappe de Coad dans la lucarne. Et à la 53e minute, on prend le deuxième, voilà, très, très, très logiquement. But de Diallo, voilà, un gros cafouillage sur un coup franc de Coad. Personne n'arrive à défendre correctement. Glick, Jemerson, c'est le bordel dans la surface. Il n'y en a pas un qui est serein.
Et donc ça revient dans les buts de Diallo qui marque, qui frappe et qui marque logiquement. 63e minute, Keita Baldé est rentré et il essaye péniblement de trouver des offensives, mais c'est brouillon. Voilà, on n'arrive pas à avoir de frappe pure, dure, pour mettre en danger le gardien de Metz. Donc c'est une frappe toute molle de Keita. Et à la 65e minute, 2 minutes après, voilà, le 3e but messin, but de Coad sur une mauvaise relance de la défense, encore une fois. Voilà, un gros bordel défensif. On fait n'importe quoi, comme la semaine dernière. Et logiquement, on prend le 3e en continuant d'être réduit à 10. Voilà, donc à la 80e minute, on se dirige vers la fin du match. C'est plein d'offensives messines, Lecomte qui fait 15 000 arrêts, il s'en prend plein la gueule, plein son but. Il est partout, il fait 15 000 parades, mais ça sert à rien, puisque... Enfin si, ça sert à quelque chose, parce qu'on se prend pas beaucoup de buts en plus. Il n'y aura pas de 4-0. Et voilà, et Monaco essaye péniblement avec Gilles Dias, qui est rentré aussi, etc., etc. Enfin bref, une fin de match cataclysmique, avec des arrêts de Lecomte à gogo, avec une défense qui prend l'eau de toutes parts, et une équipe qui, elle aussi, prend l'eau de toutes parts. Voilà, c'est terrible. Bon, alors on va essayer d'analyser rapidement l'ensemble des joueurs, même si ça n'en vaut pas beaucoup la peine vu le marasme collectif. Keita Baldé disait en interview une chose très très juste. Il a dit moi je m'en fous des performances individuelles, moi ce que je veux c'est des performances collectives. Et à l'heure actuelle, Monaco n'y arrive pas. Monaco n'est pas prêt. Monaco a toujours les mêmes lacunes que l'année dernière. Monaco a gardé son entraîneur qui n'arrive à rien avec ce groupe actuel. Alors ce groupe actuel, il est taché de plein de problèmes. On va essayer d'énumérer un peu tout ça. Donc je vous ai dit, en ce moment, on se fait enfiler par les arbitres. C'est une chose. Premier élément de défaite actuellement. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Les arbitres nous la foutent à l'envers. C'est insupportable, c'est révoltant, et c'est pas la première fois. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, je vous ai dit dans ce match, l'épisode Falcao. On touche à la fin du mercato, et Falcao commence à agacer tout le monde, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait son avenir. Est-ce qu'il va rester à Monaco? Est-ce qu'il va partir? On ne sait pas. Il y a son agent qu'on connaît bien, qui est Mendes, qui doit bien casser les bonbons à tout le monde pour le faire partir. En plus, avec Petrov et la direction Monégasque, c'est un peu compliqué après l'épisode Silva. Donc, il y a le cas Falcao qui commence à prendre une ampleur pas possible dans la fin du mercato, qui nous plombe un petit peu la fin du mercato, certes, parce qu'un mercato qui finit tard, c'est jamais bon. On le voit avec l'Olympique Lyonnais qui a commencé son mercato tôt, et qui est très très bon en ce moment. Et nous, à Monaco, on a du mal à clôturer ce mercato parce qu'il y a l'épisode Falcao. Voilà, on ne sait pas s'il va rester. S'il part, on va devoir prendre quelqu'un. Un gros poisson, ça serait bien. Alors, on ne va pas faire une vidéo mercato, hein, mais on parle quand même de gros joueurs pour le remplacer. Mais en attendant, on attend. Et ce soir, il n'est pas là. Et ce soir, il n'est pas là. Et si ce soir, il n'est pas là parce qu'il est en instance de départ et que physiquement, il n'a rien, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, soit vous ne le prenez pas, vous le mettez dans le formol, et puis vous le mettez avec les autres, Benasser, Pellegrini, tous ceux qui ne jouent pas, là, tous ceux qui sont en instance de départ, soit vous le mettez avec eux, mais il était là. Alors, est-ce qu'il est réellement blessé? Je ne sais pas. De toute façon, on va avoir la réponse rapidement. Donc, les arbitres qui nous les mettent à l'envers. Le mercato qui a du mal à se terminer avec des absences importantes comme Falcao. Après, vous avez les anciens, les cadres de l'année dernière et des années d'avant qui font n'importe quoi. On va les nommer. Glick, Jemerson, tous ceux qui sont là depuis longtemps. Jardim qui n'arrive pas à instaurer un fond de jeu. Une défense catastrophique, un milieu de terrain inexistant, une attaque qui est toujours en galère
par le fait que derrière, ça ne suit pas, parce que je suis désolé, Wissam Ben Yedder est une formidable recrue, mais il n'a rien à foutre seul en pointe à l'heure actuelle dans cette équipe. On veut lui mettre quelqu'un à côté de lui, et ce soir, on aurait dû avoir Radamel Falcao. Et je peux vous dire qu'avec une attaque Falcao-Ben Yedder, ça n'aurait pas eu la même gueule. Là, on se retrouve avec Ben Yedder qui est obligé de tout faire tout seul devant. Voilà, donc on est quand même dans une situation terrible. Un mercato qui ne se finit pas. Un fond de jeu totalement inexistant. Jardim qui est complètement à la ramasse. Les arbitres qui nous la foutent à l'envers. Et en plus, moralement, j'ai l'impression que l'équipe est encore malade de la saison passée. Donc on termine une saison catastrophique et on recommence une nouvelle de la même façon. Donc vous voyez que psychologiquement, on est tous au fond du trou et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Vous pouvez prendre des recrues, vous pouvez prendre des anciens, vous pouvez prendre des jeunes, vous pouvez prendre des vieux, vous pouvez prendre qui vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a tous ces éléments qui parasitent la préparation et l'évolution d'un groupe qui devrait être fait, qui devrait être restreint, avec une équipe type. L'équipe type, on ne l'a jamais. On ne l'a jamais. Et en plus, on a des trous, comme au milieu de terrain. Ce qu'on va voir maintenant avec l'analyse des joueurs un par un. Alors, on va commencer par l'aspect défensif. Alors, le compte est en train de devenir comme tous les autres gardiens de l'AS Monaco, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de défense, quand vous n'avez pas une défense solide, ben vous en prenez plein la gueule quand vous êtes gardien, c'est-à-dire que vous prenez des tirs de partout, ça vient de tous les côtés, et vous devez faire 15 000 exploits pour éviter d'en prendre une sacoche. Et ce soir, on a vu que Benjamin Lecomte est un très bon gardien, mais que sur les 3 buts qu'il prend, il ne peut rien faire parce qu'il est totalement abandonné par sa défense. La semaine dernière, c'était un petit peu différent contre Lyon parce qu'il fait une boulette individuelle sur la frappe de Depay. Mais sur les 2 autres buts, bon, c'est pas vraiment de sa faute. Mais là, ce soir, il se fait totalement abandonner par sa défense. Donc les attaquants messins, ils en ont profité. C'était assez facile pour eux. Dès qu'il y avait une offensive, le ballon revenait dans les pieds, il n'y avait plus qu'à frapper et ça rentrait. Voilà. Mais sinon, Lecomte a fait une bonne partie parce qu'il a fait un nombre incalculable d'arrêts. Donc voilà, donc Lecomte, on ne va pas le juger, on ne va pas le mettre sur la même lignée que les Subasic ou les Benaglio ou les Sedoussi. Non, Benjamin Lecomte a besoin d'une défense et urgemment. Voilà. Donc la défense maintenant, Aguilar, ça va aller vite. Il a joué 30 minutes comme Fabregas et il a été expulsé. Voilà, c'est un bon défenseur, c'est un bon arrière droit qui apporte beaucoup offensivement. Mais là, il est perdu comme les autres parce qu'il est tiré vers le bas. Et sur la malheureuse contre-attaque de Metz, voilà, il veut faire un tacle appuyé, assez violent. Et comme la pelouse est trempée, ça part mal. Et la faute est pas belle. Et donc il est expulsé. Voilà. Donc je pense que comme la Ligue est en train de nous enfiler sérieusement, il va prendre pas mal de matchs aussi, lui. Fabregas en a pris 3. Voilà, pour une semelle involontaire. Et Aguilar va en prendre autant. Alors on n'a pas beaucoup d'arrière droit sur le marché. Hein. Henrich est blessé. Voilà. Donc si on n'a pas Aguilar, si on n'a pas Henrich, qui va jouer arrière droit? Je ne sais pas. Voilà un problème, de l'AS Monaco actuel qui est bien emmerdant. À gauche, Ballo-Touré qui est en train de régresser à vue d'œil, lui. Il ne sait pas défendre. Quand il attaque, il est plutôt bon. Il va assez vite. Il aime percuter offensivement. Mais dès qu'il s'agit de défendre, il est largué et il fait beaucoup de fautes. Voilà, donc Ballo-Touré, ça va pas. Je suis pas sûr qu'au Mercato, on cherche un arrière-gauche. Il y a eu des petites pistes comme ça, mais qui n'avaient pas l'air très sérieuses. Et je pense surtout qu'on attend le retour de Georges au mois de janvier, parce que vous avez vu que Georges a été sélectionné avec le Brésil, et peut-être qu'il restera à Monaco à partir de janvier. Peut-être. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment va finir le Mercato, mais en tout cas, sur le côté gauche, Ballo-Touré, c'est pas très fameux. Défense centrale, pareil, Jardim se remet à remettre Badiachil qui n'a pas joué beaucoup là avec Monaco depuis longtemps, alors que Panzo
commencer à avoir une certaine endurance et une certaine continuité. Donc là, on remet Badiachil et on remet Glick. Glick qui est de pire en pire. Ça fait des mois et des années qu'on le dit. Il régresse à vue d'œil et il est un véritable boulet pour tout le monde parce que défensivement, il n'est pas bon. Il est dépassé dans tout. Dans le domaine aérien, dans le domaine physique, la relance est catastrophique. Et on se retrouve avec un Glick qui est nul. Nul, nul, nul. Alors pour le mercato, apparemment, on cherche un défenseur central. Si on pouvait prendre un défenseur central de haut niveau, ça serait bien parce qu'il faut changer. Je pense qu'il faut changer. Voilà. C'est pas contre l'homme, hein. C'est pas contre. Voilà, Camille Glick, on aime bien ce mec-là. Mais sur le terrain, ça va plus. Ça va plus. Donc voilà pour la défense. Milieu de terrain, donc là c'est toujours le même bordel. C'est-à-dire qu'Henrich n'était pas là, mais on avait toujours Jemerson. Et là, Jardim a essayé de mettre Bosquilla un peu plus bas avec Golovin. Alors moi, je croyais beaucoup en Golovin sur ce match. Et globalement, voilà, on a vu un Jemerson catastrophique, toujours aussi mauvais. C'est même pire que mauvais en ce moment. Je pense que lui, son mental l'a lâché, son physique l'a lâché, sa technique l'a lâché. Il en avait déjà pas beaucoup. Mais merde, c'est un défenseur central. Arrêtez de le mettre milieu défensif. C'est bon, il a fait illusion un match, voire deux. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc tant qu'on aura Jemerson au milieu de terrain, on ne pourra jamais faire de transition entre la défense et l'attaque. Ça sera toujours une véritable catastrophe. Et ce soir, ça s'est reproduit. On a vu un Jemerson complètement à côté de la plaque. Golovin a essayé, mais a été très maladroit. Bosquilla, je l'ai senti un petit peu perdu à ce poste. Il a beaucoup galopé. Enfin, tous les joueurs devant et au milieu de terrain ont quand même pas mal galopé, mais dans le vide. Toujours dans le vide. Voilà, donc milieu de terrain, je ne ressors pas vraiment grand-chose. Je trouve que ce milieu de terrain n'est pas bon. On cherche un 6 au mercato. Il faut qu'il arrive vite. Et si on pouvait en prendre un deuxième, qu'on ne se gêne pas. Hein. Vraiment qu'on ne se gêne pas. Donc voilà, Bosquilla, Golovin, moyen, très 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 moyen, et Jemerson, catastrophique. Alors on va passer à l'attaque maintenant, puisqu'il y avait des nouveautés, avec Onyekuru à gauche et Gelson à droite. Alors, j'ai trouvé Gelson et Onyekuru très très bons, oui, malgré le résultat et malgré le scénario du match. J'ai trouvé Gelson partout. À gauche, à droite, devant, derrière, il récupérait tous les ballons, c'est toujours lui qu'on appelait. Des appels de partout. Voilà, je pense qu'au niveau physique, il est au top. Au niveau de l'endurance, il est au top. Et il est au top de partout. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, il n'y a rien. Et du coup, il court dans le vide. Et ça donne des prestations moyennes, malgré un gros abattage. Onyekuru, pareil, très 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 content de sa première mi-temps. Il s'est un peu éteint en deuxième, c'est normal. Il n'est pas du tout à 100%. Mais première mi-temps, on a vu un petit peu les capacités et les qualités de ce joueur qui sont quand même très très intéressantes. Très rapide. Techniquement, c'était pas mauvais du tout. Il lève la tête, j'avais peur de ça. Il lève la tête, il joue avec ses coéquipiers, voilà. Appel contre appel, il rentre dans la surface, il fait mal. Et en plus, il a un petit truc en plus qui est qu'il cherche les fautes. Et ça marche. Parce qu'il va tellement vite que dès qu'il sent un contact, il est par terre. Et ça donne des coups francs intéressants pour nous. Et ça peut faire péter une pile aux défenses adverses. Donc ça, si on travaille là-dessus, je pense que Onyekuru, ça peut être une très 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 bonne pioche. Voilà. Donc Gelson, Onyekuru, j'ai beaucoup aimé. Malgré la stérilité au final de leur prestation. Et devant Ben Yedder, voilà, Ben Yedder on le connaît, c'est un super joueur, c'est une super recrue. Mais malheureusement, ce soir, pareil, il est à court de forme et puis il s'est retrouvé tout seul. Donc on peut ressortir les mêmes arguments pour les autres, Falcao, Foster, Silla et tous ceux qui jouent tout seuls en pointe devant dans ce système à une pointe, eh ben ça ne fonctionne pas. Mais on a vu quand même les qualités de Ben Yedder. Hein, voilà, dès qu'il pouvait décrocher, c'était très bon. Dès qu'il avait le ballon, il la donnait assez proprement. Et puis à côté de ça, il n'a pas réussi à se créer d'occasion franche parce que derrière, ça ne suit pas et il n'a pas eu les ballons importants.
Il a tiré un coup franc première mi-temps, j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est pas à lui de tirer les coups francs. On avait Bosquilia. Bosquilia, un coup franc à 20 mètres, il vous la met, hein. Et là, c'est Ben Yedder qui a tiré. C'est dommage. Voilà, au niveau des rentrées, ben, on a eu Keita Baldé et Gilles Dias. Bonne rentrée de Keita Baldé. Voilà, lui c'est pareil, si on le garde et qu'il se met la tête à l'endroit, il pourra apporter pas mal de choses dans la rotation. Mais quand il est rentré, il a fait du mal. Enfin, il a fait du mal. Il a montré ses qualités et on a vu que c'est un joueur qui a quand même des choses à prouver et à montrer dans cette équipe. S'il reste, bien sûr, parce qu'on n'est pas sûr de son destin à lui. Gilles Dias, pareil, voilà, une bonne petite entrée, mais sans plus. Et le troisième, je ne sais plus qui est rentré. Foster. Voilà, Foster, pauvre Foster, qui n'a rien à foutre là. Voilà, une revue d'effectifs un peu rapide, mais voilà, vous aurez compris que c'était bien stérile, tout ça. Bon, les tops et les flops, je vous l'ai dit. Pour moi, les tops ce soir, c'est les deux excentrés. Enfin, les deux excentrés qui ont beaucoup rentré finalement, parce qu'ils ont abattu un gros travail. Gelson et Onyekuru. Voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que Onyekuru, il y a des qualités à revoir. Et Gelson, gros abattage, malgré la défaite, malgré le scénario, malgré tout ce marasme voilà, de ce soir. Mais si vous regardez bien individuellement, voilà, Gelson et Onyekuru, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal, surtout en première mi-temps. Moi, j'ai bien aimé leur rendement et leur performance. Voilà, donc c'est un petit flop, hein, parce que, un petit top, lapsus. Un petit top ce soir, c'est ces deux-là. Bon, le flop, c'est le début de saison. Voilà. C'est la première journée, la deuxième journée, le mercato, les performances individuelles, les anciens, enfin bref, il n'y a rien qui va en ce moment à Monaco. C'était comme ça l'année dernière, ça recommence sur des bases catastrophiques. On est dernier de Ligue 1 au bout de 2 journées, on prend 6 buts, on n'en marque pas un, et on a l'impression que l'équipe est déjà explosée en 1000 morceaux, et je ne sais pas comment on va se relever de tout ça. Il va falloir. Mais non, le flop, on va dire, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre, encore une fois. La semaine dernière, c'était déjà l'arbitre, et puis ce soir, c'est encore un autre arbitre, mais c'est encore une belle enfilade pour Monaco, avec cette faute dans la surface pas sifflée, pas revue, pas pensée intelligemment par le corps arbitral, qu'il soit dans le quart ou sur la pelouse. Il y avait faute. Il y avait faute, et derrière, ça engendre une catastrophe, une expulsion, une défaite et un triste résultat pour l'AS Monaco. Voilà, donc ce soir, moi je pense que la LFP en ce moment fait n'importe quoi, les arbitres font n'importe quoi, ça fait des années que ça dure. L'arbitrage français est une catastrophe, vraiment. Et cette année, on rentre en plus dans des considérations administratives de plus en plus strictes, de plus en plus difficiles à accepter pour les joueurs, pour les spectateurs, pour tout le monde, et ça pénalise certains clubs. Et l'AS Monaco n'est pas coutumière du fait, puisque j'ai l'impression que les années passent et ça continue. Voilà, Monaco a tendance à se faire voler sur plein de faits de jeu. Et là, on a repris la nouvelle saison, et ça fait 2 matchs, et ça fait déjà 2 invraisemblances. Deux coups de folie d'arbitres qui ne réfléchissent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'aspect humain là-dedans, ça ne réfléchit plus. Ça applique les règles à la lettre, et ça ne pense pas, ça ne pense plus. Et le jeu en pâtit pour nous. Voilà, donc ce soir, je mets un gros flop à la Ligue du football, qui nous envoie des arbitres qui deviennent de véritables robots. Et c'est bien triste. La prochaine, c'est la semaine prochaine. C'est dimanche prochain. On joue en plein milieu d'après-midi, un dimanche, à 15 h. On reçoit Nîmes.
Et ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On devait gagner ce soir, on a perdu. Évidemment qu'on doit gagner la semaine prochaine. Avec quelle équipe? On a déjà 2 suspendus. Fabregas et Aguilar. Pas des moindres. Est-ce que Henrich sera rétabli? Parce qu'en plus, on est en train de rentrer dans une nouvelle... alors si c'est vrai, hein, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de blessés, de blessures. Si Henrich, Falcao sont blessés, Pellegrini et toute la clique, ça va commencer à rallonger une nouvelle fois l'infirmerie. Et on va encore se retrouver avec des équipes bricolées. Alors il y a une semaine, on va dire que là, la semaine qui arrive va être décisive dans le mercato, puisque c'est la dernière semaine dans le marché italien, et on pourrait, nous, peut-être piocher dans les équipes italiennes pour notre mercato. Donc il peut se passer des choses. Mais encore une fois, on va avoir une équipe qui risque d'être encore bricolée. Il faut qu'un 6 arrive. Il faut qu'un deuxième attaquant arrive si Falcao part. Et il faut qu'un défenseur central arrive. Donc ça va arriver très très vite. Je ne suis pas sûr que l'équipe soit faite et prête la semaine prochaine. Mais s'il faut bricoler, ben on va encore bricoler. Puis on va encore faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y aura pas d'automatisme. Parce qu'il y aura toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes bonhommes. Et on n'avancera pas. Voilà. Donc je ne nous le souhaite pas. C'est un scénario que j'imagine comme ça. Mais je ne nous le souhaite pas. Et j'espère qu'on aura une équipe un peu plus costaud, un peu plus prête. Et qu'on aura surtout un arbitre qui nous lâche la grappe, quoi. Qui nous lâche la grappe. Si on se retrouve encore avec un expulsé au bout de 20 minutes, ou si on se retrouve encore avec des erreurs d'arbitrage la semaine prochaine, bah c'est à se flinguer, quoi. C'est vraiment à se flinguer. Donc on va préparer la semaine, on va suivre le mercato, on va voir qui est apte, qui n'est pas apte, qui est suspendu, qui sera là. Et on verra bien. Voilà. Je ne sais plus trop quoi penser maintenant. Je pensais pas que le début de saison serait aussi catastrophique. Je savais qu'il serait difficile. Je pensais pas qu'il serait aussi sombre, aussi noir. Et voire pire que l'année dernière. Voilà, parce que là, pour le coup, on commence pire que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on avait 4 points en 2 matchs. On avait dû faire une victoire à Nantes et un match nul contre Lille. Là, on a 0 points en 2 matchs. Donc évidemment, la semaine prochaine, c'est victoire obligatoire, 3 points. Et voilà, et un mercato qui doit se terminer dans 2 semaines, mais c'est long. C'est très très long et on ne sait pas trop ce qu'on va récupérer. Et on ne sait pas qui va partir aussi parce que le dégraissage n'est pas fini. Et à mon avis, on va avoir des surprises sur le dégraissage. Parce que je pense que le groupe est encore trop gros. Il va falloir réduire tout ça et prendre les joueurs qui rentreront dans le projet. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. L'AS Monaco est en galère actuellement. Et j'espère que ça va vite s'arrêter, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de débriefer des défaites, il y en a marre d'être fin mal après les matchs, il y en a marre de ne plus goûter à la victoire. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine contre Nîmes. Et en attendant, Daguemonégou et voilà, on se serre les coudes.